on va faire un petit tour sur la Lune. Bonjour Michel Viseau. Bonjour. Bonjour, c'est parfait. La connexion avec la Lune se fait parfaitement. Vous êtes exobiologiste et anciennement responsable astrobiologie au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et ensemble, on va s'intéresser à la Lune, qui fascine toujours autant à la fois le public et les chercheurs, depuis que l'homme y a posé le pied pour la première fois en juillet 1969. Et aujourd'hui, certains imaginent y construire une sorte de station-service du futur, mais bien entendu, tout cela reste au stade de l'hypothèse et aucun projet n'a encore été lancé par les agences spatiales internationales. Alors, première question, on voudrait bien savoir à quoi pourrait servir cette fameuse station-service. Alors, tout d'abord, le retour vers la Lune existe, et ça, il y a des programmes qui existent. C'est le programme Artemis, il y a un programme chinois pour envoyer des hommes sur la Lune et qui s'y installe un avant-poste permanent. Par contre, la station-service sur la Lune, eh bien, c'est parce que lorsqu'on volait au-delà de la Lune pour envoyer des vols habités, eh bien, il faut beaucoup d'énergie, donc beaucoup de carburant. Et l'idée, ça serait, en utilisant des ressources pour l'instant hypothétiques qu'il y a sur la Lune, de les transformer en carburant et de charger les vaisseaux spatiaux qui iront vers Mars, principalement, avec des explorateurs, des astronautes ou avec des équipements pour aider ces astronautes et ces explorateurs à visiter Mars, eh bien, les recharger en carburant en pensant que ça peut être plus intéressant que d'utiliser des carburants que l'on fabriquerait sur Terre. D'accord. Et l'avantage d'être sur la Lune, c'est que finalement, on s'affranchit donc de la gravité, donc on a moins de carburant à consommer, c'est ça? On s'affranchit d'une partie de la gravité, ouais. Et donc si on a une ressource abondante, et la ressource, ça serait de l'eau sous forme de glace que l'on serait capable d'extraire, et si on a de l'eau que l'on peut ensuite électrolyser ou dissocier pour avoir de l'hydrogène et de l'oxygène, et bien là, nous avons des moyens de propulsion extrêmement importants qui pourraient être rentables. Alors, il faut faire les calculs. D'abord, il faut être sûr qu'il y a de l'eau. Il faut mesurer la quantité dans laquelle elle est. Il faut être sûr qu'elle soit utilisable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de poussière que d'eau quand on veut la transporter. Et puis ensuite, bien entendu, il va falloir techniquer, faire une usine de fabrication d'oxygène et d'hydrogène, et ensuite la stocker et l'envoyer ultérieurement. D'accord. Alors on va revenir sur chacun de ces points. Effectivement, en fait, l'idée de développer une station-service, c'est développé depuis que finalement on a trouvé de l'eau sous une certaine forme. Mais où est-ce qu'on peut trouver cette eau? Où est-ce qu'on pourrait trouver cette eau sur la Lune? Alors, on a détecté de l'eau sous différentes formes. On ne l'a pas vue telle qu'elle, on n'a pas vu de la glace, on a vu soit de l'eau sortir des cratères qui sont en permanence dans le noir. Sur la Lune, il y a au niveau des pôles des cratères qui sont en permanence à l'ombre, et donc la température est extrêmement basse puisqu'elle descend en dessous de moins 200 degrés. Et là, les molécules d'eau sont piégées par le froid et elles sont condensées. Alors, on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas quelle quantité il y a. Ensuite, il y a eu une détection à partir d'un avion volant sur Terre avec un système américain, ouais, de molécules d'eau par spectrométrie. Alors, c'est l'analyse de la lumière infrarouge, et on a détecté de l'eau dans la poussière qu'on appelle le régolithe, la poussière qui recouvre la surface de la Lune, au niveau de l'équateur et dans certaines zones. Donc, il y a de l'eau sous une forme soit liée aux molécules, soit liée à des molécules de roches, des roches hydratées, soit sous forme de glace dans ces cratères. Dans tous les cas, ce n'est pas du tout facile à extraire. Dans tous les cas, il va falloir effectivement faire des grosses prouesses techniques pour être capable d'extraire cette eau et ensuite de l'utiliser éventuellement. D'accord. Alors pour bien comprendre, quel rôle peut-elle jouer dans cette station-service? Quel rôle peut jouer l'eau dans cette station-service?
Alors l'eau, il faut en faire 100 tonnes ou 150 tonnes pour envoyer quelque chose vers Mars. Donc, alors que bon, un homme, ça va consommer 300 kilos d'eau par an, donc c'est pas énorme. Je veux dire, la consommation pour l'homme, elle peut être intéressante, mais elle n'est pas primordiale par rapport aux quantités nécessaires pour produire du carburant. Enfin, oui, ce qu'on appelle des propellants, du carburant pour les fusées qui vont s'en aller et qui vont revenir éventuellement vers la Terre pour rapporter les hommes et le matériel qu'on pourrait rapporter de la Lune. Donc c'est simplement la base de ces moteurs qu'on appelle cryogéniques, où on utilise de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Alors sur Terre, on les extrait de différentes façons, mais sur la Lune, l'idée, ça serait de les extraire à partir de l'eau, donc en dissociant l'eau par ce que l'on fait dans les travaux pratiques. Alors je ne sais plus de quelle classe on les fait, mais vous avez dû le voir dans les classes au lycée ou peut-être au collège, où on fait le mélange détonnant. Vous savez, on électrolyse de l'eau, on a un tube d'hydrogène et d'oxygène, on les rapproche d'un bec benzène, de gaz, et boum, ça fait une petite explosion. Eh bien, ça fait... on est capable d'en faire des moteurs. Alors, il faut beaucoup d'eau pour avoir beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène, les avoir sous pression, avoir des turbopompes pour que ça se réunisse au bon moment dans la chambre de combustion. Et c'est comme ça que marchent les moteurs fusées sur Terre. Les moteurs cryogéniques de fusée, notamment sur Ariane. Il y a des moteurs, à Ariane 5, il y a des moteurs qui fonctionnent de cette façon-là. Et on fabrique de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. D'accord. Mais alors, vous l'avez un peu évoqué, mais finalement, la recherche de l'eau déjà sur la Lune, c'est déjà une mission à elle-même, avant même de penser construire une station-service. Alors, la station-service, c'est un projet lointain qui est une hypothèse qui, bien sûr, va dépendre de ce que vont trouver les explorateurs qui sont en train de se préparer maintenant à atterrir dans les 10 ans qui viennent. Faire une station permanente avec derrière des technologies d'exploration nouvelles, eh bien, c'est ça qui va nous ouvrir la porte à éventuellement cette station-service qui, elle, n'a de sens que si ultérieurement il y a effectivement une station, un avant-poste terrien permanent avec des visites fréquentes sur Mars. D'ailleurs, on commence à préparer ça dès maintenant. Hier, j'étais à Take the Moon où on a sélectionné les 5 premières startups qui vont consacrer entièrement leurs activités à l'exploration de la Lune. Et dans Take the Moon, qui est une pépinière, je dirais, d'entreprises et de startups qui est entièrement dédiée à la préparation de l'exploration lunaire. Donc c'est vers ça qu'on se dirige maintenant. Et ce que l'on espère, c'est en développant ces nouvelles technologies, qui seront forcément économes, on va aussi pouvoir les appliquer ultérieurement à des occupations terrestres et donc contribuer au développement d'une économie et d'une technologie parcimonieuse sur Terre. D'accord. Alors, finalement, on parle d'hypothèse, mais les choses se concrétisent petit à petit. Et en tout cas, on voit bien qu'il y aura un retour pour, en tout cas, la connaissance plus générale de toutes ces avancées. Moi, je voudrais aborder un point quand même, c'est celui de l'énergie. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Ça, c'est encore un défi à relever, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour finalement... à partir de cette eau, réussir à produire les fameux carburants. Quelle énergie on va utiliser quand on sera sur la Lune ? Alors, le problème de l'énergie lunaire, c'est qu'il y a une énergie gratuite, qui est ou presque gratuite, c'est l'énergie solaire. Alors, sur la Lune, il n'y a pas de vent, donc ça c'est clair, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas d'éolienne. Par contre, sur la Lune, alors il y a des endroits qui sont tout le temps dans le noir, et puis il y a des endroits au pôle qui sont tout le temps au soleil, parce qu'ils sont élevés, et donc ils arrivent à être en permanence éclairés par le soleil. Et donc là, on peut avoir de l'énergie solaire qui vient. Et bien entendu, ensuite, l'autre énergie à laquelle on pense, pour être capable d'extraire de l'eau, et pour que ça soit rentable, c'est des énergies nucléaires. L'énergie nucléaire, soit sous forme, je dirais, de dégradation atomique, ce qu'on appelle les RTG, simplement en utilisant la chaleur naturelle de la dégradation, notamment du plutonium, qui est un sous-produit d'industrie nucléaire mondiale, de l'industrie nucléaire qui fabrique de l'énergie, et puis de l'énergie électrique. Et puis, on peut aussi envisager d'avoir des centrales nucléaires, alors c'est pas forcément facile à imaginer, sur la Lune, parce que comme vous le savez, les centrales nucléaires sur Terre, elles sont toujours près d'une rivière, parce qu'on a besoin de refroidir, et que sur la Lune, il n'y a pas tellement de moyens de refroidir. Alors sur la Lune, on a beaucoup de soleil,
parce que là, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de nuages, etc. Donc pendant 14 jours, chaque point est ensoleillé pendant 14 jours. Par contre, il est à l'ombre et dans la nuit noire, complètement noire, pendant 14 jours. Et donc, il va falloir développer des astuces intelligentes pour stocker l'énergie électrique. Ouais. Et il est bien évident que tout le stockage de l'énergie électrique, c'est un enjeu majeur, aussi bien sur la Lune que sur la Terre, ouais. et même que partout dans toutes les activités humaines. Notre problème essentiel, c'est d'être capable de stocker l'énergie électrique, qui souvent est pas très compliquée à produire, mais qui est pratiquement presque impossible à stocker de façon massive Ouais. et de façon durable. Très bien. Merci beaucoup Michel Viseau, c'est un sujet passionnant. On aimerait bien discuter encore plus avec vous, mais c'est la fête de la science, il faut laisser la place à tous les scientifiques. Faisons la fête. Voilà, exactement.